Hmm. Oh! Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Vous savez, avec les 3 dernières années dont nous avons vécu, notre santé mentale et psychologique a été mise à rude épreuve. Pour certaines personnes, la pandémie de la COVID-19 a été plus rude que d'autres. On disait même que ces personnes souffraient de folie. De folie? Vraiment? Mais au juste, c'est quoi la folie? Eh bien, je vous propose donc de partir à la découverte de la folie et de son évolution à travers le temps. On est parti! La folie. Une question difficile, un mot complexe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on va tout d'abord commencer par retracer la folie et de la remettre dans son contexte, car la folie en elle-même n'est pas quelque chose de stagnant. En effet, elle évolue selon son époque, les normes sociales à lesquelles elle est appliquée. Donc, en effet, si par exemple dans la préhistoire, les gens qui souffraient de démence étaient surtout des gens dont on croyait qu'ils étaient possédés par le surnaturel, eh bien, au 21e siècle, ce n'est pas vraiment le cas. Puisque la vision de la santé mentale est encore alors très surnaturelle, on se tourne alors vers une médecine chamanique. Les premières formes de psychothérapie, dont la première trépanation, qui remontent alors jusqu'à la préhistoire. La folie s'explique principalement par des forces surnaturelles. Le fou est donc maudit par les dieux, ou il est alors porteur d'un savoir divin selon les époques et les cultures. On peut par exemple penser aux oracles. Et d'ailleurs, pour justifier ce point, on retrouve un passage très intéressant de la Bible, notamment dans le Deutéronome. Il dit alors, « Et l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. » Et d'ailleurs, cet aspect du surnaturel continuera entre le 5e et le 4e siècle avant notre ère, mais cette fois avec une mythologie grecque. En effet, beaucoup de paysans croient alors que les dieux jouent contre eux. Mais dès le 4e siècle jusqu'en moins 150 avant notre ère, l'aspect surnaturel est peu à peu mis de côté pour se tourner vers quelque chose de plus biologique. Vous vous souvenez d'Hippocrate et de sa théorie sur les humeurs? Eh bien, il affirme qu'un débalancement des humeurs est la cause des pathologies de l'esprit. Toujours dans le même espace-temps, on assiste alors au début de la neurologie. Galéen reprend alors et raffine la théorie des humeurs. Le cerveau devient alors le siège de la conscience. On passe alors par divers traitements, le vomissement, la saignée, la trépanation, etc. La folie s'exprime désormais par un débalancement biologique. On tente alors de traiter le corps du malade. Cette technique jette alors les bases de l'approche scientifique. J'en avais parlé brièvement dans l'épisode sur Hippocrate, mais faisons un rapide résumé. La trépanation est une technique consistant à enlever une partie de l'os du crâne, soit dans un but thérapeutique, soit dans un but de libérer les démons responsables du comportement anormal. En ce qui concerne la saignée, elle sert principalement à réduire une quantité de sang afin de rétablir les humeurs. À l'époque moyenâgeuse, soit entre le 5e et le 15e siècle, l'aspect biologique est rapidement mis à l'écart. En effet, avec la religion, on retourne sur un modèle surnaturel, et donc la démontologie reprend l'aile. En effet, notamment avec la religion chrétienne et les 10 commandements, la plupart des malades sont alors soignés dans des monastères à l'aide de prières. C'est d'ailleurs à cette époque qu'arrivent les sorcières et l'hérésie. Puisque je parle sorcière, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que le rôle de la femme dans la société médiévale était, comment dire, surtout en arrière-plan. En effet, selon les croyances de l'époque, les femmes étant alors plus fragiles, elles étaient alors plus susceptibles de succomber aux faveurs de Satan. Et donc un moyen très efficace de savoir si une femme était une sorcière était la torture par l'eau ou alors l'épreuve de la noyade. Les techniques de la torture par l'eau sont alors des techniques de torture qui sont en général centrées sur l'idée de faire suffoquer la victime. Dans cette idée, une sorcière ne pourrait succomber à l'épreuve de la noyade. Dans la réalité et dans les faits historiques, bon nombre de femmes sont mortes de cette façon. Sans compter les condamnations au bûcher, bon nombre de femmes ont succombé de ces atrocités. Toujours au Moyen Âge, soit en 1487, on assiste à la création d'un premier manifeste, le Malleus Maleficarium, un document de repérage des déviances et des traitements. Entre le 15e et le 18e siècle, c'est alors la Renaissance. Le fou est alors pris en charge par sa communauté.
Mais dès la fin du 17e et tout au long du 18e siècle, on assiste alors au grand renfermement. La plupart des hôpitaux lépreux sont alors changés en asiles. La plupart des patients y sont alors enfermés pour un tout et un rien. Les services sont inexistants, les lieux sont déplorables et la plupart des bourgeois visitent les asiles comme des lieux touristiques. Si à l'époque de la Renaissance et juste avant, le fou était considéré simplement comme quelqu'un de malade, eh bien au 17e et au 18e siècle, il est simplement vu comme quelqu'un qui met en péril l'ordre social. Il est donc plus vu comme quelqu'un qui doit être soigné, mais bien interné. En plus des asiles, des nouvelles techniques de soins voient le jour. Si la trépanation et la saignée sont toujours d'actualité et ont même été perfectionnées, eh bien l'emprisonnement est quelque chose maintenant de commun. De plus, il y a également l'apparition de la camisole de force. Vous l'avez sans doute déjà vu dans plusieurs films traitant de la psychologie, la camisole de force cherche alors à limiter les mouvements du malade. Si la camisole de force est peu utilisée au 21e siècle de façon physique, elle est surtout chimique. En effet, beaucoup de malades reçoivent des tonnes de médicaments qui les rendent de manière amorphe. Ce n'est donc pas pour autant que dans l'ère contemporaine, toutes les méthodes de soins encore utilisées aujourd'hui sont honorables. Au moment du grand renfermement, il nous faudra attendre un personnage important pour voir les conditions s'améliorer. Son nom est Philippe Pinel. Né le 20 avril 1745 à Jonquière, Philippe Pinel est un savant français. Médecin renommé comme aliéniste, il est également précurseur de la psychiatrie et accessoirement zoologiste. Fils d'un chirurgien un peu fortuné, il fait d'abord ses études classiques au collège de Lavaur, dans le Tarn, chez les oratoriens. Puis il entre chez les doctrinaires à Toulouse. Il quitte en 1767 pour la faculté de théologie. Imprégné de latin et de religion, il quitte toutefois la soutane en 1770 sans avoir prononcé de vœux ni reçu les ordres mineurs. Il commence ses études médicales à Toulouse pour être reçu docteur en 1773. Il va à Montpellier en 1774 pour suivre les cours de Paul-Joseph Bartine et arrive finalement à Paris en 1778. Durant les mêmes années que la pratique de Philippe Pinel, le traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale arrive. C'est alors le début de l'approche humaine et le traitement moral. Ceci est la pierre angulaire de la psychiatrie. Pour Philippe Pinel, la folie n'est jamais totale. On peut donc communiquer avec le malade et les soigner. Philippe Pinel instaure alors des principes généraux du traitement moral. Le premier principe est que le personnel est soumis à une discipline sévère pour empêcher le pouvoir arbitraire, notamment la violence. En second plan, la surveillance des aliénés et punitions en cas de déobéissance, comme la cellule d'isolement ou la contention. Le troisième point est l'interdiction de la violence physique, bien que la force physique puisse-t-elle être utilisée pour soumettre les aliénés. En quatrième point vient ensuite le soutien des pairs. La majorité des surveillants sont des anciens aliénés rétablis ou en convalescence, qui moralisent, encouragent et soutiennent les patients non rétablis. Le cinquième principe est le traitement moral proprement dit, qui fait appel à la raison morale et la logique de l'aliéné contre sa propre folie. Le sixième et le dernier point est alors la liberté relative à l'intérieur de l'établissement, au lieu d'une réclusion serrée. Tous ces principes aident alors à créer un espace chaleureux et rendent les malades un peu plus humains. Si certains d'entre vous ont déjà fait des cours de psychologie dans des études supérieures, vous avez sans doute déjà entendu parler du DSM. Le DSM, ou de son nom complet le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, est un ouvrage de référence publié par l'Association américaine de psychiatrie, décrivant et classifiant les troubles mentaux. Le manuel évolue initialement à partir des statistiques collectées depuis les hôpitaux psychiatriques et depuis un manuel diffusé par l'armée de terre des États-Unis. Il a radicalement été révisé en 1980 et la dernière édition, la 5e, est publiée en 2013. Largement utilisé, le manuel fait toutefois objet de critiques. Comme j'en avais déjà parlé au début de cette vidéo, il est important de comprendre que tous les comportements jugés pathologiques sont en fait des comportements jugés non souhaitables dans la société. Ils évoluent donc tous au gré des époques et des cultures données.
C'est tous mes abonnés, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode concernant l'histoire de la folie. Et bien si c'est le cas, je vous invite à laisser un like, à commenter au maximum, bien sûr à partager autour de vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.